Ajouter la gestuelle. Encore une minute et on va pouvoir commencer. Je pense qu'on va commencer. On est rendu à 23 participants pour l'instant. Parfait. Après, ils peuvent s'ajouter en cours de route, il n'y a pas de problème. Bon, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence proposée par le regroupement O+T, un regroupement pour un lait de qualité optimale. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Ebtissem Dogri, l'agent de transfert de connaissances de ce regroupement. Comme coutume, je vais vous demander d'utiliser la main levée pour poser vos questions à la fin de la présentation ou bien de les écrire dans l'espace messagerie. Également, je vous informe que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur notre site web ou bien sur nos réseaux sociaux. La conférence d'aujourd'hui va traiter sur l'entrepreneuriat scientifique et elle sera présentée par Louis Provencher. Il s'agit d'un expert en la matière puisqu'il a plus de 25 ans d'expérience dans le monde de l'accompagnement et de la commercialisation des innovations dans différents organismes et institutions. Comme vous le savez, devenir entrepreneur, ça ne peut pas se faire en un jour, ça requiert de la planification, mais aussi des compétences. Nous allons donc découvrir ensemble tous ces éléments grâce à cette présentation. Et donc, sans plus tarder, je vais remercier M. Provencher d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole, M. Provencher. Merci, Ebtissem, pour l'introduction. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants et je vous félicite de l'intérêt que vous pouvez avoir pour l'entrepreneuriat. C'est un domaine qui n'est pas si loin de la science, pas si loin des méthodes qu'on applique en recherche, mais qui a un objectif au niveau des affaires, de développer des produits et de les commercialiser. Alors, bien sûr, ça s'adresse aux scientifiques. Un petit mot sur moi-même, si vous me le permettez. Alors, comme le disait Ebtissem, ça fait 25 ans que moi, je suis dans le domaine. Je suis, comme vous, un scientifique d'origine, donc sorti un peu des rangs. Et puis, j'ai travaillé comme chercheur avec mon groupe de recherche suite à mes études, lorsque je suis revenu au Canada. J'ai été là pendant près de 6 ans à développer différentes choses. Par la suite, j'ai œuvré dans le domaine pharmaceutique et à la création des sociétés de valorisation. Je me suis joint à Univalor et pendant 9 ans, j'ai accompagné différents chercheurs et scientifiques dans le transfert de la technologie, création d'entreprises et accompagnement. J'ai aussi œuvré à titre de directeur de développement des affaires au CNRC dans le secteur des dispositifs médicaux. Et j'ai travaillé comme conseiller en entrepreneuriat scientifique chez Entrepreneuriat Laval et je travaille maintenant à faire différentes conférences ou encore accompagner des entrepreneurs ou des entreprises de façon ponctuelle. Alors, ce qu'on veut développer aujourd'hui, bienvenue à tous et on va partir sur la présentation. Alors, voyons si, OK, ça fonctionne. Alors, à l'agenda aujourd'hui, ce qu'on veut traiter les différents concepts importants au niveau de l'entrepreneuriat scientifique. Et un des concepts très importants, c'est bien se connaître, nous. Quelque chose que nous, les scientifiques, on a moins tendance à privilégier. On est un petit peu plus, on est plus scientifique, on regarde les faits, on est analyste.
Et pour se lancer en entrepreneurship, on doit développer différentes compétences. Et on verra qu'entrepreneur, on doit bien se connaître avant de se lancer dans l'aventure. Il y a différents outils qui vont être regardés, les canevas, on va parler de validation de marché, développement de produits, les différentes expertises complémentaires qui sont autour. Et on va finir avec comment on va discuter avec les investisseurs. C'est qui ces petites bêtes-là et comment on interagit. Mais aussi bien que ce soit des investisseurs, des partenaires ou d'autres équipes avec qui on collabore ou nos collègues, tout ce que vous allez retirer aujourd'hui de cette présentation-là, j'espère que ça va vous servir pour développer en tant qu'individu et en tant qu'entrepreneur. Et on parlera par la fin avec on traitera des ressources d'accompagnement. Si on prend une vision globale, en fin de compte, du développement d'une entreprise, c'est que dès le départ, au début, lorsqu'on lance notre entreprise basée sur un nouveau produit, il y a un grand niveau d'incertitude. Et ça se traduit, ce niveau d'incertitude, par peu d'informations, peu de dollars. Alors, il est difficile de pouvoir financer notre recherche, de pouvoir financer l'analyse qu'on veut faire sur les marchés, etc. Donc, peu d'informations, peu de dollars parce que le risque est plus élevé. Donc, on veut arriver à une gestion de risque. Au fur et à mesure qu'on répond à nos questions, on a davantage d'informations et ça génère plus d'intérêt des investisseurs des autres. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut s'outiller pour pouvoir diminuer le niveau d'incertitude, arriver à quelques réponses et de cette façon-là, pouvoir faire nos analyses d'opportunités et poursuivre avec des analyses un peu plus détaillées qui vont venir valider que l'idée qu'on a de notre entreprise ou du produit qu'on désire offrir sous forme d'entreprise ou peut-être à des partenaires, ça a une valeur. Alors, sans plus tarder, qui suis-je? Que fais-je? C'est une question que me posait une de mes anciennes collègues de temps à autre, lorsqu'elle avait un peu le down où elle était débordée. Elle se posait la question comment on se recentre et on repart de l'avant. Et je trouvais que c'était une belle façon d'aborder la chose et avec le jeu de langue francophone. Alors, se connaître en tant qu'entrepreneur, c'est êtes-vous une personne blanc ou noire? Est-ce que vous êtes une personne qui est très arrêtée sur sa façon de penser? Vous êtes un oui ou vous êtes un non très rapidement sur une décision que vous avez à prendre? Ou êtes-vous une personne un peu plus colorée qui va prendre le temps de regarder les différents impacts par rapport à vos choix, qui va consulter, qui va regarder autour? Alors, aujourd'hui, on va vouloir déterminer vous. Qui êtes-vous et comment fonctionnez-vous? Et parfois, on se demande, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec moi? Là, ça ne va pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bien, l'environnement vous affecte. Vous, la façon dont vous recevez l'environnement va vous affecter. Et on va voir un peu à la prochaine slide comment vous pouvez vous aider à mieux comprendre qui vous êtes. Et par le fait même, développer votre mojo entrepreneurial. Qu'est-ce que ça veut dire, le mojo? En fin de compte, en tant que chercheur, vous avez des compétences et des aptitudes en recherche et développement. Et la découverte de l'entrepreneurship va mettre à profit ces compétences que vous avez. En fin de compte, l'esprit entrepreneurial, c'est essayer de nouvelles choses. Donc, en tant que scientifique, en tant que chercheur, vous essayez beaucoup de nouvelles choses. Vous faites des expériences, vous apprenez et vous découvrez de nouvelles choses. Donc, déjà, vous êtes prédisposé à cet esprit entrepreneurial. Vous avez entendu parler de design thinking. En fin de compte, le design thinking, c'est une technique pour explorer des alternatives multiples. Et c'est quelque chose que, sans savoir, probablement vous faites déjà,
Mais il y a aussi des trucs et des façons de faire lorsqu'on lit un peu sur le design thinking, on dit oui, je le fais comme ça, mais il y a encore de meilleures façons de le faire qui est mieux m'outiller. On va regarder, pour l'entrepreneurship, on doit maîtriser de nouveaux outils, soit les Canva et autres outils, et on va y venir un petit peu plus loin. Développer son savoir-être, oh là là, ça c'est quelque chose. Développer notre empathie, donc se mettre à la place du client pour mieux comprendre ses besoins. Et ça, ce n'est pas toujours facile pour un scientifique et c'est quelque chose sur lequel on doit se développer. Et on va voir quelques outils pour le faire. Et bien sûr, vous avez des compétences en expérimentation, donc vous êtes prêt à essayer de nouvelles choses, explorer des alternatives, faire de la R&D et expérimenter par rapport à tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que vous êtes ici, vous êtes prêt à expérimenter, c'est quoi l'entrepreneuriat? Comme disait quelqu'un qu'on connaît dans le milieu politique, il nous disait « Yes, you can ». Et bien sûr, yes, you can. Donnez-vous la permission de le faire et allez-y, plongez. Par la suite, quels sont les outils pour se connaître en tant qu'entrepreneur? Eh bien, on parle de compétences professionnelles. Et il y a un chercheur, Henri Boudreau, professeur à l'UQAM, qui est enseignant en formation professionnelle et technique. Il y a sa petite boutique qui s'appelle Didapro, qui fait de la didactique professionnelle. Alors, le savoir, il a défini dans ses études qu'il y a 3 types de savoir. Le premier est le savoir pur et simple. On apprend des nouvelles choses à travers nos études depuis qu'on est tout petit. Et maintenant, à travers vos études universitaires, on développe un certain savoir. Et un deuxième savoir, c'est le savoir-faire qui, à ce moment-ci, vous amène à expérimenter, découvrir de nouveaux appareils, découvrir de nouvelles techniques. Et lorsqu'on a le savoir et le savoir-faire pour le faire, on devient performant. On peut performer différentes tâches, qu'elles soient complexes ou faciles. Et en recherche, souvent, le niveau de complexité est toujours là. Mais une chose qu'on doit, en tant qu'entrepreneur, développer et auquel on doit être sensibilisé, c'est le savoir-être. Donc, le savoir-être, qu'est-ce que c'est en fin de compte? On arrive au qui suis-je? Le professeur Boudreau a déterminé qu'il y a différentes composantes qui sont essentielles à développer son savoir-être et il y en a une trentaine. Donc, on parle de pouvoir utiliser le savoir-être comme une composante essentielle du développement professionnel, la gestion du changement, l'intelligence émotionnelle. Et certaines composantes sur lesquelles on doit travailler, c'est l'autonomie, le respect, l'empathie. Donc, si on parle d'empathie, par exemple, si on parle d'un timing de demande, lorsque vous avez un collègue ou autre, un directeur de recherche ou autre, vous avez quelque chose à leur demander, un service, une amélioration, etc., et vous les voyez entrer le matin et ils sont un peu bourrus, ils n'ont pas l'air de bien aller, il y a un gestuel, un comportement, et là, vous vous dites, oups, je vais peut-être attendre cet après-midi ou demain. Les aborder maintenant, ça serait peut-être plus difficile. Alors, ça, c'est faire preuve d'empathie. On se met à la place de l'autre et on voit qu'ils ne sont pas dans leur assiette. Et l'empathie est extrêmement importante. Quelquefois, c'est très facile à déterminer l'attitude des autres, mais parfois, dans des réunions d'affaires, les gens contrôlent leurs émotions, les gens contrôlent leur gestuelle, le comportement, et on doit un peu se mettre à leur place sans indication de cette sorte. Donc, on va développer aussi l'esprit d'équipe, l'acceptation de la critique. Oh là là, pour moi, c'était difficile lorsque j'étais jeune. La critique, je me rebellais. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se reconnaître. Mais j'ai appris à, comme dans les arts martiaux, prendre les coups et dévier et revenir avec des améliorations.
Alors, on doit savoir accepter la critique, la digérer et se poser, lorsqu'on a de l'introspection vers soi-même, dans le savoir-être, ben là, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais projeter? Et là, ça nous amène vers une meilleure maîtrise de soi, améliorer nos communications, faire preuve de persévérance, travailler notre efficacité, avoir de l'intégrité éthique et avoir de l'organisation. Alors, le professeur Boudreau nous dit que pour pouvoir s'améliorer efficacement, on doit choisir 5, 6, 7 compétences de ce type-là sur lesquelles travailler au départ. Et par la suite, on avance et on travaille. Il y a une autre chose qui est fort intéressante, c'est que les 3 savoirs sont importants dans un certain contexte. Tout le contexte environnemental dans lequel vous vivez va avoir un effet important sur comment vous allez appliquer votre savoir. Et là, je vais aller chercher la définition exacte que j'ai écrite. En fin de compte, la compétence professionnelle, d'après les définitions, c'est un état d'esprit qu'une personne adopte à l'égard d'elle-même, soit, ou envers les autres dans une situation selon les circonstances ou les événements qui l'incitent à une manière d'être, à une manière d'agir. Donc, parfois, on voit les gens qui n'ont aucune réaction, mais la réaction est gardée à l'interne. Et ça, c'est quelqu'un qui se maîtrise et qui va prendre le temps de penser avant de répondre. Donc, l'adage qui dit de rouler 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, quelquefois, ça prend ses origines de là, le savoir-être. Alors, c'est un domaine extrêmement important au niveau des affaires de développer son savoir-être et ça va vous aider non pas seulement dans vos compétences professionnelles, mais aussi dans vos relations personnelles et envers vous et envers les autres. Pardon. Il y a des outils de découverte personnelle qui sont fort utiles. Je vais en mentionner 2. Le premier, c'est le test des couleurs. C'est un test qui est très reconnu, qui est offert par plusieurs agences et probablement aussi le département de ressources humaines de votre université. Il faudra peut-être communiquer avec eux pour voir quels sont les tests de personnalité et de types sociaux qui sont disponibles. Le test des couleurs définit 4 caractères. Action, rouge, le plaisir, jaune, l'harmonie, vert, et la conformité, qui est le bleu. Alors, si on regarde les 4 types de personnalités, ben, c'est impossible qu'on ait une personne qui soit complètement rouge. Donc, on va avoir les 4 types de personnalités, mais à des niveaux différents. Et c'est ce que le test va vous aider à révéler. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui est plus rouge avec un petit peu de bleu? Le rouge, c'est la personne qui est vif, efficace, qui va être dans l'action, qui va fixer ses objectifs et y aller rapidement. Mais l'avantage de ça, ces avantages sont contrebalancés parfois par des désavantages qui sont que cette personne-là va peut-être avoir moins d'empathie envers les gens, va peut-être forcer des solutions qui sont, à son avis, les plus appropriées. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont les réaliser rapidement. Ils vont se rendre compte que peut-être ce n'est pas la bonne, puis ils vont changer très rapidement de solution. La personne plaisir, vous en connaissez, c'est les personnes qui sont toujours heureuses, qui sont toujours de bonne humeur, qui vous font rire, avec qui vous avez toujours une bonne relation. Eh bien, ces personnes-là sont très influentes à l'intérieur d'une équipe. La personne harmonie, un petit peu plus dans son coin, un petit peu plus. Donc, c'est la personne qui va écouter. C'est la personne qui, parfois, lorsque vous êtes un peu down, vous allez la voir, vous allez discuter avec elle, si vous allez aller luncher, vous allez parler, bon, mon gars, ça n'a pas été bien à l'école. Vous allez la voir peut-être un petit peu plus comme confidente.
et qui, elle, est à l'écoute, est tolérante et va avoir des solutions, peut-être pas vous proposer de solutions, mais elle va vous amener à réfléchir. Et le bleu, les scientifiques ont une bonne proportion de cette couleur-là. On est précis, rigoureux, structuré, réfléchi. Ça fait partie de l'approche scientifique. Et c'est quelque chose qui nous rassure, hein, qui est quelque chose qui, on a des certitudes par rapport à la science. Donc, le test des couleurs va vous permettre de découvrir les proportions qui se rapportent à vous par rapport à ces différentes couleurs et aussi probablement vous donner des pistes à savoir où sont vos lacunes, où sont vos forces et comment je peux travailler sur chacune d'elles. Un deuxième test, c'est le test TRIMA. Le test TRIMA est plus évolutif et plus évolué. C'est quelque chose qu'on va utiliser partout à travers notre carrière. 3 composants composent le test TRIMA, le SCL. On va analyser les types sociaux, les compétences, ainsi que le leadership. Alors, c'est un test qui va être utilisé souvent par les chasseurs de tête, les grandes entreprises au niveau management, lorsqu'ils ont des positions clés à combler. On va vouloir savoir quel est le type de personnalité des gens, comment eux abordent les situations dans différents contextes. Et le test TRIMA va leur permettre de se faire une bonne idée. Le test des couleurs, si je reviens au test de couleurs, c'est un résultat normatif. Donc, on vous compare à un groupe de personnes qui sont des différents types de couleurs. Alors que le test TRIMA, c'est un test ipsatif. Donc, c'est relié seulement à vos résultats à vous. Et ce qui va en ressortir, ça va être vraiment collé à qui vous êtes. Donc, on va regarder les ressources au niveau des types sociaux, les préférences, les tempéraments, les attitudes. Au niveau des compétences, les ressources que vous allez utiliser pour arriver à une stratégie de réussite. Votre leadership, les objectifs, les aspirations et les valeurs sur lesquelles vous basez votre leadership. Donc, des composantes très importantes au niveau de vos compétences professionnelles et de votre développement personnel. Donc, deux tests très intéressants à faire et les ressources humaines des entreprises et des universités sont habituellement bien connaissants de ces types de tests-là. Il y en a d'autres, bien sûr, mais il est très intéressant d'en faire pour pouvoir se découvrir. Donc, dans le test TRIMA, j'ai oublié de noter qu'on a 5 types, la tradition, réflexion, imagination, médiation et action. Et ça, il y a une explication. Et on a on a tous ces types-là sociaux, mais à différents degrés selon la personnalité des gens. Autre outil et processus dans le développement de l'entrepreneuriat. On a besoin d'un modèle d'affaires, on a besoin d'une proposition de valeur. Et il y a des outils qui sont fantastiques pour nous épauler à mettre sur page notre pensée par rapport à l'idée d'entreprise qu'on désire développer, basée sur des solutions qu'on a à offrir. Alors, le premier, qui est le Canva de modèle d'affaires, est visuellement 9 cases différentes. Les 5 premières cases touchent vraiment à la clientèle, l'externe, alors que les 4 dernières cases, 6 à 9, touchent vraiment les opérations de l'entreprise. Alors, la première, qui est la clientèle cible, qui est-elle? Quelle est la tâche qu'elle désire réaliser? Quelles sont ses frustrations dans la réalisation de ces tâches-là? Et comment, moi, je peux amener une solution qui va répondre à ses attentes? Donc, on peut diviser cette clientèle cible-là selon différents segments, mais on doit identifier qui est cette clientèle potentielle. La proposition de valeur est le numéro 2. En fin de compte, quels sont les produits et services que je peux offrir et est-ce que ça résout vraiment les problèmes et les frustrations de ma clientèle? Donc, est-ce que ça crée de la valeur pour le client? Donc, si notre proposition de valeur est bonne, elle est bonne pour un certain type de clientèle, pas d'autre.
Et on doit, à travers des hypothèses qu'on devra vérifier, on va le voir tout à l'heure, valider que notre proposition de valeur fonctionne pour la clientèle cible. La troisième, c'est la structure des revenus, très important. Le client est-il prêt à se séparer de son argent et à quel prix? Quels sont les revenus qu'on prévoit faire par rapport au marché cible et le premier segment qu'on aura identifié? Et par la suite, la relation client, les canaux, comment on va avoir des stratégies pour aller chercher ces clients-là, communiquer avec eux, mais aussi au niveau de la relation client, comment on va les rejoindre, comment on va les fidéliser et comment on va accroître cette clientèle cible-là. On passe de l'autre côté, 6 à 9, ben, une fois qu'on sait qui est notre clientèle, ce qu'on va leur offrir, ben, quelles sont les activités clés qui vont me permettre de réaliser ces tâches principales qui vont me permettre de faire ma proposition de valeur, d'offrir mon produit à la clientèle. Et pour pouvoir faire ces activités, en fait, quelles sont les ressources clés que je dois m'adjoindre, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, des ressources intellectuelles, des ressources physiques. Donc, ça va nous permettre de mettre sur papier, chacune de ces cases-là, ce qui est nécessaire pour bâtir mon modèle d'affaires, pour que ça fonctionne. Et finalement, en 8, les partenaires clés. Les partenaires qui vont m'aider à réaliser le tout parce qu'on a notre entreprise va avoir certaines tâches qu'elle va réaliser, mais probablement pas toutes. Je vais probablement avoir besoin de fournisseurs, de distributeurs, de collaborateurs. Je vais avoir besoin d'investissement. Donc, ces partenaires clés sont très importants à être identifiés. Et au niveau des investisseurs, il y a identifier la gamme d'investisseurs qui vont investir dans le type d'entreprise que je propose, qui est aussi intéressé dans le domaine dans lequel je vais trouver ma clientèle. Et finalement, la structure des coûts. Qu'est-ce que ça va me coûter produire? Qu'est-ce que ça va me coûter engager les ressources que j'ai besoin pour faire fonctionner mon modèle d'affaires? Et essentiellement, quels vont être mes besoins, mes charges annuelles pour fonctionner, les besoins d'investissement que je vais avoir besoin pour créer mon entreprise et la faire fonctionner. Donc, on a un modèle d'affaires qui est très intéressant et qui, sur une feuille de papier, avec des bullet points, on peut commencer à remplir chacune de ces cases-là et faire des itérations au fur et à mesure qu'on découvre de plus en plus d'informations. Donc, c'est un peu notre feuille de route. Le deuxième outil, qui est le canevas de proposition de valeur. Alors, je tire votre attention d'un côté à gauche, on a le carré et à droite, on a un rond. Ce ne sont pas des formes prises au hasard. Le carré représente le cadeau qu'on veut offrir au rond, qui est, en fin de compte, la tête de notre client. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre client? Bien, si on regarde, premièrement, on a à droite les tâches. Qu'est-ce que le client tente d'accomplir? En bas, les frustrations. Qu'est-ce qui fait obstacle aux tâches qu'il essaie d'accomplir? Qu'est-ce qui le frustre, qui l'empêche d'être heureux dans la réalisation de sa tâche? Ça ne va pas assez vite, ça ne frappe pas assez fort, c'est pas assez confortable dans l'utilisation. Donc, il y a des frustrations qui sont vécues dans l'accomplissement de la tâche. Et de découvrir ces frustrations-là, c'est une source de développement de produit. Et quelles sont ses attentes, finalement, par rapport au succès de sa tâche pour arriver à ses objectifs? Parallèlement, du côté gauche, on a en 4 le produit et service. Quel est le produit et service qu'on va offrir? Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est notre proposition de valeur? Attaché à ce produit et service, on a l'antidote. Est-ce que notre produit s'aligne avec le problème de mon client? Si elle ne s'aligne pas avec le problème de mon client, j'ai le mauvais client. Si ça ne résout pas les problèmes de mon client, je n'ai pas le bon produit. Alors, on doit avoir des bénéfices en 6 qui nous permettent, qui sont associés à notre produit, notre offre de valeur, vont répondre, en fin de compte, le produit et service
va répondre aux problèmes du client et le solutionner. Et là, ce qui est extrêmement important, c'est que notre produit et service viennent apaiser the pain of the client. Donc, on veut amener une baume sur sa blessure de façon à ce qu'il puisse accomplir sa tâche avec beaucoup plus d'efficacité et avec beaucoup moins de frustration. On continue avec le cadenas de la proposition de valeur dans une autre façon de visualiser l'alignement entre l'offre et le client. Est-ce que les bénéfices que j'offre, que mon produit offre, répondent aux attentes? Est-ce que les antidotes répondent aux frustrations de mon client? Et est-ce que j'ai un alignement entre les deux? Et ça va être extrêmement important qu'il y ait cet alignement-là. Et dans l'exercice de développer votre connaissance du client, ça va vous permettre d'aligner la solution et le service que vous pouvez offrir à ce client-là. Maintenant, on revient au canevas de modèle d'affaires. Comment notre canevas de proposition de valeur s'insère dans notre modèle d'affaires? Eh bien, le canevas où on développe notre produit et service s'insère au niveau de la proposition de valeur. Et dans le canevas de proposition de valeur, la partie client, ça s'insère dans la clientèle cible. Et encore une fois, il faut qu'il y ait un fit entre les deux de façon à pouvoir développer de bons produits pour la bonne clientèle. Ou si on a un produit défini qu'on veut mettre en marché, il faut vraiment bien définir notre clientèle. Et le modèle de canevas d'affaires et le modèle de proposition de valeur vont nous aider, en fin de compte, à développer notre elevator pitch, ce qui est le sujet de notre prochaine diapositive. Développer votre elevator pitch, qu'est-ce que c'est? C'est un discours très court qui va vous permettre de capter l'attention. Et la réalisation de vos canevas va vous permettre de travailler ce pitch. Donc, le pitch doit être concis, 2 à 3 phrases pour amener rapidement l'attention de la personne. Ça doit être clair, donc on va retravailler la façon dont on va présenter notre produit, et peut-être même pas le produit, seulement la proposition de valeur, quels sont les effets pour le client. Et ça doit créer un impact. Donc, ce qu'on désire, en fin de compte, c'est lorsqu'on rencontre la personne clé, on veut arriver à l'intéresser suffisamment avec ce qu'on va dire pour avoir notre prochaine rencontre où là, la personne qui est intéressée va pouvoir nous poser des questions qui l'intéressent sur la première discussion qu'on a eue avec eux. Donc, quelque chose de concis. Comment aimeriez-vous augmenter de 10% vos revenus annuels dans le domaine, avec une nouvelle ligne de produits dans votre entreprise? Wow! OK, ça peut être intéressant, ça. Je n'ai pas le temps, je m'en vais à un meeting. Est-ce qu'on peut se reparler? Avez-vous une carte d'affaires? Et voilà. Je n'ai pas parlé du produit. Je n'ai pas parlé de la clientèle, mais je lui ai dit que ça s'adressait à son entreprise, ça s'adressait à ses clients et que c'est une nouvelle ligne de produits qui pouvait s'insérer dans les différentes lignes de produits qui sont là. Imaginez, il y a des entreprises qui ont 15 000 lignes de produits. Ça fait différents produits, mais c'est des grosses entreprises. Alors, si on veut créer de la valeur, il faut aborder les gens de façon à pouvoir retenir leur attention. Développer votre pitch, encore une fois, on dit que c'est le fondement de notre pitch, le canevas de modèle d'affaires et le canevas de la proposition de valeur. En fin de compte, ce qu'on fait dans ces canevas-là, c'est qu'on émet des hypothèses par rapport à notre clientèle, par rapport à notre produit, le fit qu'il y a entre ces deux-là. Et on ne peut pas arrêter à cette étape-là. On doit aller valider en marché. Donc, comme l'approche scientifique, on émet une hypothèse.
Maintenant, on doit aller valider avec le marché. On passe à la méthode expérimentale et l'expérience. On écrit notre protocole, comment on va aborder le client, comment on va, avec qui on va aller parler, est-ce que c'est un groupe représentatif, et on va aller leur présenter un peu notre proposition de valeur, mais surtout écouter ce qu'eux vivent comme frustration dans l'accomplissement de leurs tâches que potentiellement notre proposition de valeur pourrait solutionner. Et une fois qu'on a cette information-là, on peut être amené à faire un pivot. Et le pivot veut dire que l'expérience a fonctionné, mais on n'a pas encore toutes les réponses à laquelle on a besoin. On va devoir réviser nos paramètres expérimentaux et on va devoir repasser à la validation. Donc, on va tweaker notre façon d'approcher la clientèle. On va changer les caractéristiques de nos produits parce qu'on a appris qu'une caractéristique particulièrement intéressante et ce qui est vraiment demandé de la part de nos clients. Et c'est facile de changer, d'incorporer cette caractéristique-là à notre offre de produits, notre proposition de valeur. Donc, on voit ici que le processus hypothèse, méthode expérimentale, pivot, qui est un peu de la R&D, c'est un processus dans lequel vous êtes confortable, mais appliqué dans un modèle d'affaires. Et on a parlé des outils dans lesquels on pouvait monter nos hypothèses, les écrire, aller les valider et faire notre pivot. Et ce pivot-là, vous pouvez peut-être le faire 2, 3, 4 fois, le temps nécessaire pour arriver à un bon alignement entre votre proposition de valeur et la clientèle cible. Donc, on arrive encore à la même conclusion. Yes, you can. Un autre outil, Discipline Entrepreneurship, ça a été écrit par Bill O'Leary, publié en 2013, qui est encore très pertinent dans le développement de modèles d'affaires. Lui, ce que M. O'Leary nous propose, c'est, en fin de compte, 24 étapes pour arriver à la conclusion qu'on a le bon produit qui s'adresse à la bonne clientèle et on devrait le développer. Donc, dans les premières étapes de 1 à 4, on cible la clientèle, on cible le marché, quel est notre beachhead market, le segment de marché qu'on va vouloir attaquer en premier, qui est le plus facile d'accès, qui sont nos clients, comment ils accomplissent la tâche. Dans le rouge, on parle de cycle de vie des utilisateurs. En fin de compte, est-ce que c'est quelqu'un qui va utiliser ceci à tous les mois? Il va en acheter à tous les mois? Est-ce que c'est quelqu'un qui va l'utiliser une fois par année? Est-ce qu'ils vont le remplacer aux 5 ans? Donc, on va avoir une idée du nombre de fois qu'on va pouvoir vendre notre produit ou notre service par année. Et ce qui va nous permettre de définir aussi un peu le cœur de notre business et de regarder aussi à la compétition. Dans le gris, et là, peut-être que ça apparaît comme brun sur votre écran, 12, 13 et 18, on est beaucoup plus au niveau du client. On retourne vers le client. Quel est à l'intérieur de leur entreprise le Decision Making Unit? Parce que souvent, l'acheteur n'est pas une personne isolée, mais un groupe de personnes. Il y a quelqu'un qui va l'utiliser, il y a quelqu'un qui va gérer les budgets, il y en a un qui va prendre la décision si l'achat est là, et il y a quelqu'un qui va dire moi, je suis contre. Alors, il y a une unité de décision qu'on doit comprendre à l'intérieur du type d'entreprise qu'on choisit de cibler. Et par la suite, ça va nous permettre de développer notre stratégie d'approche par rapport à tout ça. En vert, on a le design du business model. On va commencer à avoir une idée de ce que pourrait être notre modèle d'affaires. On va avoir une idée des prix, une stratégie de prix, et on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value. Donc, avec cette entreprise-là, je vais pouvoir, sur une période de 10 ans, lui vendre à tous les mois un montant de 10 000 $ par exemple.
Et là, on va pouvoir faire des calculs rapides pour savoir annuellement cette ligne de produit-là, si j'ai 12 clients qui achètent au même rythme, va me donner combien de revenus. Et ça demande des hypothèses et des estimés. Ensuite de ça, on pense à l'orange, ou qui pourrait peut-être apparaître comme un brun, 20 à 23. Et là, on va vraiment aller vérifier auprès de la clientèle s'ils sont intéressés par nos hypothèses de produits et de caractéristiques. Et ça va bien être accepté de leur côté. Et en 24, on développe le produit. Donc, vous voyez, on n'a aucun produit jusqu'à maintenant et on a fait 24 étapes pour pouvoir déterminer si on était intéressé à avoir un modèle, à développer notre modèle d'affaires et s'il y a quelqu'un qui est intéressé à acheter le produit qu'on offre à travers ce modèle d'affaires. En sommaire, lorsqu'on pense au développement de produits, on a toujours certaines étapes à développer. On fait la R&D, on fait la découverte, on a le produit, il va falloir faire la production, une certification, puis par la suite, la commercialisation. Alors, ce sont des concepts sur lesquels je veux parler un petit peu par rapport au développement de produits, parce que c'est l'étape subséquente à avoir mis en place, développer notre modèle d'affaires. On va parler des outils qui peuvent être utilisés pour développer une vision du développement de produits, pour l'amener, le temps nécessaire pour pouvoir amener ce produit à la commercialisation. Et ce processus générique est vraiment applicable dans tous les domaines, que ce soit technologique, pharmaceutique ou encore pharma. Donc, de façon très graphique, ici, on a une échelle de développement où on débute avec la recherche et développement. L'innovation, on a un produit, une idée de produit, on va en développer ses spécifications et on va passer par différents prototypes pour arriver au produit qui devra être certifié par la suite pour pouvoir être commercialisé. Alors, à chaque étape, on a des petits papiers qui donnent des idées des différentes choses qu'on a à faire. Lorsqu'on a identifié les spécifications de notre produit, ce qu'il veut réaliser, etc., on va devoir, à la fin, commercialiser ce produit. Et très tôt dans le processus, ce qu'on doit faire, c'est une recherche des normes. Et à quoi vont servir ces normes? Les normes de produits vont nous permettre d'arriver à une certification et une conformité de produit pour pouvoir le mettre en marché. Donc, il y a 3 types de CE marking en Europe, les approbations CSA et UL en Amérique du Nord. Et les normes sont appliquées par ces groupes et c'est eux qui vont valider que vous respectez les normes du pays pour la certification de votre produit pour entrer en marché. Donc, la partie de certification est une étape qui arrive à la fin, mais si vous ne répondez pas aux bonnes normes, bien, vous allez devoir retourner à votre conceptualisation et design de produit pour utiliser les bonnes composantes qui sont certifiables. Un autre concept intéressant au niveau du développement de produits, développement technologique, sont les NMT. Les niveaux de maturité technologique ou les TRL, les Technology Readiness Level. En fin de compte, ce niveau de développement, les investisseurs, les partenaires vont vous en parler. Vous êtes à quel niveau de NMT, de TRL? Donc, ce niveau, qui est accepté par toute l'industrie, là, permet aux gens de savoir à quelle étape du développement de votre produit vous vous trouvez. Donc, de façon à illustrer le tout, le niveau de maturité technologique, en fin de compte, les 3 premiers niveaux correspondent à la R&D. On est dans le domaine de principe, de concept, de définition de fonctions critiques. Donc, on est encore à l'étape de développement suite à la recherche qui a été faite. La deuxième étape,
c'est un banc d'essai. Qu'est-ce qu'un banc d'essai? En fin de compte, en expérimentation, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit nos composantes qui sont essentielles à la fonction de notre produit. Donc, on a besoin d'une unité électrique, on a besoin de différents chips électroniques, on a besoin d'un fil de fer qui va activer différentes choses, on a besoin de lumière. Donc, toutes ces composantes-là doivent fonctionner ensemble de façon à pouvoir être unifiées pour produire le produit que vous désirez offrir. Donc, le banc d'essai va prendre des différentes composantes et les mettre ensemble pour voir s'ils fonctionnent bien. Et ça va être dans un environnement simulé. Par la suite, on va mettre le tout ensemble et ça va former notre premier prototype. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça a juste besoin d'être fonctionnel et on va le tester dans un environnement qui est de laboratoire. Et ça, c'est notre prototype alpha. Une fois que ça fonctionne, on va faire un peu de design, on va packager le tout et on va pouvoir offrir notre prototype bêta dans un environnement d'opération approprié. Et là, c'est là qu'on va aller voir le client. On va choisir un groupe représentatif de clients, on va leur mettre le prototype entre les mains, on va un peu leur dire dites-nous si ça répond à votre besoin, si c'est facile d'utilisation, on a besoin d'une rétroaction de votre part. Et là, il se peut qu'il y ait des pièces qui brisent. Il se peut que ça ne fonctionne pas exactement comme le client s'y attendait. Et là, on va pouvoir générer une rétroaction qui va être très utile, qui va nous permettre de retourner peut-être, changer certaines composantes, donc retourner vers notre banc d'essai, faire notre prototype et revenir dans une deuxième itération pour refaire un prototype bêta et le faire essayer par un autre groupe d'utilisateurs. Et lorsqu'on arrive avec un prototype bêta qui satisfait nos clients ou qui nous satisfait nous. On n'est pas obligé de mettre en marché le produit parfait. Donc, s'il est fonctionnel, on peut par la suite développer une nouvelle famille de produits qui va être améliorée. Et par la suite, bon, on passe à la qualification et le déploiement de la solution vers le marché. Dans la prochaine diapositive, on parle encore de niveau de maturité technologique. C'est exactement la même chose que précédemment, mais présenté d'une façon différente, de façon à imager pour peut-être un autre groupe de personnes qui voient mieux de cette façon-là le concept de niveau de maturité technologique. Donc, je vais passer à la prochaine. La vision financière du démarrage d'entreprise dans une vision de création de valeur. Les états financiers sont une étape extrêmement importante lorsqu'on va monter notre entreprise et elle va nous aider à discuter avec nos partenaires des besoins financiers et des projections financières, en fin de compte, associées à l'opération et au succès de notre entreprise. Il y a 4 composantes importantes. Je vais parler des 3 premières, le bilan, l'état des résultats et l'état des flux de trésorerie. Donc, sans plus tarder, ce sont des concepts qui sont très importants, non pas de posséder à 100%, mais de savoir qu'ils existent et de pouvoir faire référence aux bons états financiers, aux bonnes parties des états financiers lorsqu'on discute avec nos investisseurs. L'actif, en fin de compte, se trouve à être la valeur liquide qu'on peut avoir de l'entreprise. Donc, les comptes de caisse, de banque, les actifs courants qui peuvent inclure les stocks, l'inventaire, et aussi les comptes clients qui vont arriver dans le prochain mois ou le prochain 90 jours. Donc ça, c'est des actifs qu'on a. On a aussi des actifs immobiliers qui font partie, qui viennent accroître la valeur de l'entreprise. Par la suite, l'actif, c'est égal au passif. Le passif, en fin de compte, c'est toutes les dettes que l'entreprise peut avoir. Donc, les comptes aux fournisseurs, l'argent qu'on leur doit, les prêts qu'on a pris pour pouvoir financer nos activités, ce genre de choses-là. La dette à court terme, la dette à long terme. Et
de l'actif, si on prend le passif et on voit l'avoir, si on retire le passif de l'actif, on va avoir l'avoir des actionnaires. Donc, ce qui reste comme valeur nette de l'entreprise. Et de façon visuelle, pour pouvoir mieux assimiler ces concepts-là, je vous présente la suivante. L'actif, en fin de compte, c'est un bébé qui est en santé, qui va bien, et c'est toute une richesse. Le passif, c'est le petit bébé qui pleure, ça ne va pas bien, il y a quelque chose qui se passe, puis il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Et l'avoir d'actionnaire, en fin de compte, c'est le bébé qui est assis sur sa valise d'argent et il est très heureux. Donc, c'est ce qui reste, en fin de compte, la valeur de l'entreprise et qui peut être redistribuée aux actionnaires ou encore investie dans les activités de l'entreprise pour soutenir sa croissance, développer des nouveaux produits, etc., et faire de la recherche et du développement. Donc, voilà pour le bilan. Le bilan est une photo ponctuelle dans le temps, à une date précise de l'état de l'entreprise à cette date-là. Et ça, on le fait de façon annuelle. Habituellement, les entreprises le font le 31 décembre, mais ça peut être fait à n'importe quelle date dans l'année. L'état des résultats est relié aux activités d'entreprise, ce que je vends et ce que ça me coûte le vendre. Et comment je fais des bénéfices à la fin, donc mes résultats. Donc, de façon visuelle, on a un montant d'argent qui est élevé dans nos revenus. On peut avoir des ventes de quelques milliers de dollars, comme ça peut être des ventes de quelques millions de dollars, de plusieurs centaines de millions de dollars. Et même, il y a des entreprises qui en vendent pour des milliards annuellement. Donc, on a une source de revenus, nos ventes. Par la suite, on a les revenus bruts. Donc, on prend nos revenus bruts, et on enlève le coût des marchandises vendues. Qu'est-ce que ça m'a coûté produire nos marchandises? Et on arrive à un revenu brut. Donc, le cercle diminue, il en reste moins. Par la suite, on va enlever au revenu brut nos frais de vente, nos frais généraux, les amortissements. Donc, on diminue les revenus parce qu'on a des dépenses reliées à nos activités et on arrive aux bénéfices d'exploitation. Par la suite, on a les bénéfices. On réduit encore des dépenses ponctuelles ou extraordinaires qui nous sont arrivées durant l'année, des dépenses imprévues qui ne seront pas récurrentes et qui vont n'arriver qu'une seule fois dans l'année et qui n'arriveront plus. Et là, on arrive avec le bénéfice avant intérêts et impôts. De ceci, on va enlever les intérêts qui sont associés à des prêts ou des dépenses, des sommes d'argent qu'on a reçues sur lesquelles on doit payer des intérêts. Et par la suite, on paie nos impôts et on a le bénéfice net. Donc, vous avez vu, on est parti d'une grande bulle avec tout l'argent et à ça, on a enlevé toutes les dépenses qui sont reliées à l'exploitation de notre entreprise, les intérêts et les impôts, et on arrive à un bénéfice. Et quelquefois, ce bénéfice, c'est une perte. Et ça va arriver dans les premières années d'opération d'une entreprise. Mais ce pourquoi on continue à investir et les investisseurs vont investir, c'est que plus tard, dans le temps, l'entreprise va faire beaucoup plus de profits qu'elle ne fait de pertes présentement. Et on va pouvoir récupérer les argents investis. Donc, voici les états des résultats. Les états de flux de trésorerie, c'est comment j'utilise l'argent à l'intérieur de mon entreprise. Est-ce que je l'utilise pour l'exploitation, pour le finance? Est-ce que j'ai des activités de financement qui amènent de l'argent au moulin ou c'est moi qui va financer d'autres choses? Ou est-ce que je vais avoir des activités d'investissement? Et ces trois activités vont nous permettre de calculer les variations de caisse entre le début de l'année et la fin de l'année. Donc, de façon conceptuelle et visuelle, on a un entonnoir où arrive l'argent. Et l'argent va arriver de deux sources. De nos activités d'exploitation, donc les revenus qu'on fait par rapport à la vente de nos produits, et de financement. Donc, moi, j'ai besoin d'aller chercher un prêt, j'ai besoin d'aller chercher une subvention
Et donc, je vais aller chercher du financement pour financer mes activités parce que je veux soit développer une nouvelle gamme de produits, je veux accélérer mon développement et ça me permet d'aller plus vite ou d'accroître les revenus que je génère. Et cette source de revenus va être utilisée pour des investissements pour améliorer mon exploitation, des investissements pour développer des nouveaux produits, des investissements pour acquérir des nouvelles gammes de produits qui sont déjà sur le marché, donc soit en achetant un compétiteur, une autre entreprise, ou en acquérant une nouvelle technologie provenant des universités. Les états financiers peuvent être lus selon différentes perspectives. Donc, le lecteur va les regarder avec une paire d'yeux différente. Et il est intéressant de pouvoir voir que le créancier, lui, va regarder les états financiers comme mesure de liquidité et de solvabilité. En fin de compte, quelle est la capacité de l'entreprise de payer ses dettes à court terme? Est-ce qu'elle a suffisamment d'argent pour payer? Et ça, c'est très important. Sinon, on va devoir refaire un investissement où le créancier va refuser d'augmenter la ligne de crédit de l'entreprise parce qu'elle n'est déjà pas capable de payer. Le gestionnaire va regarder les états financiers pour les mesures d'activité et de productivité. Donc, quelle est peut-être ma ligne de produit qui produit les meilleurs revenus, les meilleurs bénéfices? Est-ce que cette ligne de produit-là, je peux augmenter mon taux de productivité, donc en produire plus vite, en produire plus par cycle ou augmenter le nombre de cycles par année dans lequel je le produis parce que je m'attends à ce que la demande augmente ou diminue. Je vais devoir diminuer la productivité de cette ligne de produit. Donc, les chiffres vont pouvoir être une aide à la décision. Au niveau des investisseurs, la mesure de rentabilité, bien sûr, et de rendement parce qu'on a investi des sous et on veut voir si les chiffres nous amènent bientôt cette rentabilité, si elle n'est pas là, ou donc est-ce qu'on a une croissance des ventes, est-ce que la rentabilité augmente, il y a une tendance d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, et est-ce que son rendement est meilleur, est-ce qu'on optimise les processus de production ou de vente. Donc, l'investisseur va être intéressé dans cette perspective-là. Et vous devez être au courant, lorsque vous présentez des états financiers, quels sont les facteurs à relever avec votre interlocuteur, dépendamment si c'est un créancier, un gestionnaire ou un investisseur. Et pendant l'investisseur, on va vouloir discuter avec ces gens-là. Donc, ce dont je vais parler ici au niveau du pitch, avec les investisseurs s'applique aussi à toute autre personne avec qui vous voulez parler, des partenaires, des coéquipiers, etc. Et on va partir des outils qui sont disponibles pour développer votre pitch. Cette slide, cette diapositive, je m'en suis inspiré d'une présentation faite par Mélissa Lapierre de Communication Futée. Un beau sommaire qu'elle appelle le COD. Donc, notre pitch va dépendre du contexte où nous sommes par rapport à une conférence ou une discussion entre deux personnes, l'objectif de ma communication et qui en est le destinataire. Donc, je peux avoir le même objectif de discussion, mais dépendamment du destinataire, je vais utiliser une approche différente à mon pitch. Donc, un pitch, pour que ça soit fait avec succès, doit rapidement capter l'attention. Donc, on doit amener les gens à nous écouter. Et ça se fait dans ça prend quelques secondes seulement. Faire valoir votre solution, votre idée de façon effective et par la suite inciter à l'action. Donc, si vous avez des questions, venez me voir après la rencontre. Vous voulez aller plus loin, on a un stand dans l'espace de conférence. Voici mon email, voici mon numéro de téléphone où j'ai quelqu'un à l'arrière qui s'occupe de vous pour les questions. Donc, inciter à l'action
de façon à pouvoir capter les gens et les amener à agir immédiatement. Au niveau des investisseurs, il y a trois choses, il y a trois principes importants au niveau des discussions avec les investisseurs. Ils sont extrêmement intéressés par les équipes, les marchés et le retour sur l'investissement. Donc, dans votre discussion, vous allez rapidement discuter de votre management et de votre équipe. Qui vous êtes, qui nous sommes et comment on peut accomplir ce qu'on fait. Et comment on désire interagir avec vous. On a les mêmes objectifs. Quels sont vos marchés? Quel est le premier marché que vous voulez aborder, le premier segment de marché, ce qu'on appelle le beachhead, parce qu'on peut avoir plusieurs segments de marché. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir que, dépendamment des segments de marché que vous allez cibler, il y a différents investisseurs qui peuvent être plus intéressés. Ils vont être aussi intéressés de comprendre que si vous ciblez un premier segment de marché et qu'il y en a trois autres que vous pouvez cibler également, on va pouvoir parler de croissance lorsqu'on aura bien établi notre beachhead. Le retour sur l'investissement que vous prévoyez et le temps nécessaire pour y arriver. À avoir un bénéfice net qui soit positif. Donc, ces trois composantes importantes lorsque vous discutez avec les investisseurs. Eux, c'est important pour eux. Est-ce que vous allez les inclure dans votre présentation? Tout dépend de vous, mais soyez prêts à répondre à ces trois questions, particulièrement lorsque vous parlez aux investisseurs. Maintenant, au niveau de votre pitch, quelques pistes de contenu génériques lorsque vous allez discuter. Ce qui va devoir ressortir de votre pitch inclut qui êtes-vous, avec qui les investisseurs font affaire. Quelles sont les compétences de votre équipe et comment vous pouvez aider à réaliser l'objectif que vous présentez et les ressources sur lesquelles vous pouvez compter, qu'elles soient ressources internes et externes. Donc, quels sont les partenariats que vous avez mis en place? Votre marché cible, son ampleur, la proposition de valeur que vous faites à votre marché, est-ce qu'il y a un alignement entre tout ça? Quelles sont les validations que vous avez faites pour valider que votre solution est en alignement avec le besoin du client? Et quels sont les bénéfices pour les utilisateurs? Pourquoi les utilisateurs vont l'acheter? Plutôt que de parler de montant dont vous avez besoin, parlez plutôt de ce que vous allez faire avec un investissement, ce que vous allez réaliser. Finaliser le prototype, le valider, débuter la production ou débuter la commercialisation. J'ai besoin d'une nouvelle infrastructure pour augmenter ma production, etc. Donc, ça va donner une vision à quoi l'investissement va être utilisé. Et par la suite, l'investisseur, il y en a vu d'autres. Donc, si on parle d'infrastructure, il sait qu'on parle de centaines de milliers de dollars. S'il parle de valider, on parle de quelques milliers de dollars. Donc, dépendamment de ce qu'on veut faire avec l'investissement, ben, l'investisseur éventuellement va vous demander le montant que vous demandez. Donc, il vaut mieux y aller avec des objectifs par rapport à un investissement que de parler de montant. Mais ça, c'est toujours votre décision. Et toute autre information que vous jugez pertinente dans le contexte de votre discussion avec votre destinataire. Donc, ce sont des pistes, ce sont des items que vous pouvez inclure dans votre discussion et le tout va être tout à fait dépendant du contexte et de votre objectif et de votre destinataire à qui vous faites votre pitch. Dans le développement de votre pitch, on va avoir le fondement de votre marketing aussi, au niveau de comprendre votre marché. Ce qui est important de comprendre au niveau du marketing, c'est qu'il y a votre équipe qui parle à leur équipe, le client. Et il y a une bonne dose d'éducation qui doit faire partie de votre discussion avec le client. Vous allez devoir comprendre votre marché,
tel que je disais un petit peu plus tôt, on dit qui utilise et comment, qui achète, influence, décide, qui paie, quels sont les processus. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une bonne idée de votre stratégie pour offrir votre solution. Une solution est-elle unique? Est-elle adaptative? Est-ce qu'elle est facile à implémenter? Et surtout, est-ce qu'elle résout le problème? Et ça, c'est le clé, l'alignement entre la solution et le besoin du client. Et par la suite, la sélection. Est-ce que leur équipe, le client, va sélectionner votre solution? L'équipe de votre client va faire la sélection de votre solution seulement s'il y a un bon alignement entre le besoin et l'offre. Et aussi, si votre équipe fonctionne bien avec leur équipe. Alors, ce sont toutes des composantes qui sont importantes au niveau du marketing et de la vente. Et avec tout ça, il y a une grande création de valeur qui se produit parce que cette rétroaction que vous allez chercher avec le client vous amène à améliorer votre processus de vente. On arrive bientôt à la fin de notre engagement, notre discussion, les ressources d'accompagnement en entrepreneurship. Alors, les ressources qui sont disponibles au niveau des universités et des centres de recherche, on parle bien sûr du bureau de recherche qui devrait être la première entité que vous devriez contacter. Les universités ont toutes maintenant leur centre d'entrepreneuriat, des équipes qui sont chevronnées et qui comprennent les enjeux par rapport à l'entrepreneuriat et qui vont offrir aussi des formations. C'est à découvrir. On parle d'Axelis, l'entreprise, le regroupement qui vient d'être formé par le gouvernement du Québec pour continuer le travail de transfert de l'innovation des universités. La main, c'est le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Et ça, ils ont un site web, on parle les centres d'entrepreneuriat, ils sont les centres de formation, les universités. Donc, je vous invite à découvrir l'organisation de la main. Les RSI, qui sont des regroupements sectoriels de recherche industrielle créés par le gouvernement du Québec, il y en a 9 qui couvrent 9 secteurs stratégiques de développement économique. Le MITAC, avec lequel je suis sûr que plusieurs d'entre vous peuvent être familiers. Le MITAC va financer différentes collaborations entre les universitaires et les entreprises pour faciliter ces collaborations. Et ensuite, Québec Innove, qui a plus de 130 membres, qui, en fin de compte, toutes les entités dont je viens de parler, les bureaux de recherche, centres d'entrepreneuriat, etc., sont à peu près tous membres de Québec Innove. Donc, Québec Innove est une bonne source pour débuter vos recherches. Mais la meilleure source pour l'expérience en entrepreneurship, ce sera vos collègues entrepreneurs et vous-même un jour pour les autres, de pouvoir discuter de leur expérience, de voir quelles sont les embûches qu'ils ont rencontrées, quelles solutions qu'ils ont apportées et comment ils ont avancé dans leur développement entrepreneurial et le développement de leur entreprise. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous donner un survol de qu'est-ce que l'entrepreneurship. L'entrepreneurship scientifique a une composante scientifique qui est intéressante parce que les produits vont découler de succès de recherche et développement et découverte d'innovation. Que j'ai introduit quelques concepts qui sont importants pour débuter votre exploration de l'entrepreneurship et que ça va vous amener à découvrir de nouvelles choses, bâtir sur votre savoir-être qui va toujours être applicable dans tous les domaines, que ce soit dans votre carrière professionnelle, en recherche, que vous deveniez professeur ou que vous alliez dans l'entreprise. Toutes ces caractéristiques-là vont vous être bénéfiques et vont vous aider à
travailler à l'intérieur, que ce soit dans votre entreprise ou dans une autre entreprise où vous êtes un autre type d'entrepreneur. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci de m'avoir invité et merci pour cette belle expérience. Et je vous souhaite une bonne exploration, un peu comme le jeune bébé qui est là, qui regarde avec attention quelque chose de nouveau. Bonne découverte. Merci, M. Provencher, pour cette présentation. Sam? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je te donne oui, je t'entends. Je te donne la parole. Vas-y. Merci pour cette présentation très complète. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi ceux qui restent là? On a des remerciements. Est-ce qu'on a une question? Moi j'en ai une. C'est plus une... Oui, on a la main levée de Marie-Jeanne. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très complet. Et en effet, je trouve que c'est un parcours que ça peut, que ça peut intéresser plusieurs. J'avais juste une petite question par rapport plus au parcours académique. Est-ce que vous diriez que faire un doctorat vous a vraiment aidé dans votre parcours versus genre une maîtrise simplement avec votre degré en plus? Le doctorat nous amène à un niveau où on doit développer notre propre recherche. OK? Et on se fait on apprend, on continue notre apprentissage, on apprend à devenir chercheur, en fin de compte. On apprend à se débrouiller, à aller vers l'autonomie et proposer des nouvelles solutions. Et ça, à l'intérieur d'un projet qui nous est suggéré et qu'on peut manipuler, faire avancer. Tout dépend des objectifs que vous avez. Le doctorat, c'est un tremplin aussi bien vers l'académique que vers l'entreprise privée. L'avantage d'un doctorat, c'est que vous allez dans une entreprise privée, on va vous considérer pour aller vers du management éventuellement. Au niveau académique, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire un doctorat et un post-doctorat et développer vos propres projets. Et ce que vous faites à l'intérieur de votre doctorat, c'est de développer de l'autonomie. Et ça, c'est important dans le restant de votre vie. Et tout dépendamment de ce que vous ciblez, un travail et tous les travaux sont intéressants. Le doctorat va vous offrir beaucoup plus d'opportunités au niveau de la gestion que la maîtrise qui va vous amener peut-être vers un travail plus technique. Et les deux sont bons. Il n'y a aucun problème l'un par rapport à l'autre, mais le doctorat va ouvrir beaucoup plus de portes. OK, parfait. C'est ce que je voulais entendre. Merci. Mais de développer je parle à l'intérieur du doctorat, vous allez développer votre côté entrepreneurial aussi en développant votre autonomie. Mm-hmm. Merci beaucoup. Bienvenue. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai juste une. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. C'est quand vous présentez au début les différents profils, là, le savoir, savoir-être, savoir-faire. C'est vrai que le savoir-être, là, c'est quand vous dites qu'il faut qu'on ait de l'empathie, ce genre de caractéristiques. C'est vrai que dans la réalité, on a tendance à penser, quand on dit entrepreneur qui réussit, c'est plutôt un profil de killer, plutôt quelqu'un qui est intense dans les émotions, qui n'est pas très... Il y a différents types d'entrepreneurs, dépendamment de l'environnement dans lequel l'entreprise œuvre. Parfois, on a besoin d'avoir l'instinct de killer. Mm-hmm. Et par exemple, dans des entreprises où c'est beaucoup plus lié au service, le killer va se faire killer. Okay. Il va mourir là parce qu'on a besoin de beaucoup d'empathie au niveau du service. On a besoin d'être proche de notre client. Et parfois, le CEO qui est très, très débordant
dois dire, ben, ce n'est pas nécessairement la personne que je laisserais parler au client. Oui, Donc, je vais avoir mon groupe de vente qui va avoir les caractéristiques particulières pour faire ça. D'ailleurs, le CEO, le travail du PDG va être en partie de parler aux clients, mais ça va être beaucoup plus au niveau affaires, au niveau d'enligner les investisseurs, au niveau stratégique, parler avec le gouvernement, regarder l'environnement externe et représenter les succès de son entreprise et avoir une vision de où l'entreprise se trouve, va aller. Alors, c'est une tâche qui est très demandante et c'est une tâche qui va où le CEO, le PDG, va puiser à l'intérieur de ses valeurs, des objectifs qu'il a et la détermination qu'il a de s'y rendre. Alors oui, souvent, les gens qui sont à la direction des entreprises ont un profil fort au niveau du rouge. oui, Mais de comprendre ceci, lorsqu'on aborde ces personnes-là, on sait comment leur parler aussi. oui, Et on sait de quoi parler. exact. Mais c'est vrai que des fois, quand on ne se définit pas forcément dans le rouge, donc admettons, moi, je ne me considère pas, par exemple, une personne qui va aller écraser les gens, je me dis que bah, je préférerais être employé qu'employeur parce que j'ai peur qu'on marche dessus. C'est un peu ça la crainte. Je connais des entrepreneurs qui sont exactement comme vous, Ibtissem. Des personnes qui sont douces, charmantes, mais ça n'empêche pas qu'elles ont des objectifs et qu'elles savent les faire passer, les exprimer, les communiquer et d'amener les gens à adhérer à leur vision. Peu importe, on n'a pas besoin de frapper et d'être bruyant pour être un bon CEO, un bon PDG, une bonne PDG. On a besoin d'avoir une vision et que nos valeurs ressortent à l'intérieur de notre entreprise. OK, parfait. Et juste une dernière question, la place de la femme actuellement qui est donnée par le gouvernement du Québec, par exemple, pour l'entrepreneuriat, est-ce qu'elle est mise en valeur? Est-ce qu'on a plus de programmes? C'est effectivement, au niveau de la femme, c'est un très, très bon temps pour se lancer, pour explorer l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de femmes d'affaires qui se regroupent. Il y a des programmes qui sont dédiés aux femmes d'affaires qui veulent développer leur entreprise, qui veulent entrer en affaires. Il y a d'ailleurs un fonds dédié aux entreprises qui sont menées par les femmes qui vient d'être créé. Donc, il y a des opportunités qui sont fantastiques. Et ça, c'est un environnement qui est propice pour les femmes. Il y a des groupes de discussion, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui encouragent et qui aident les femmes à le faire. Il y a beaucoup de femmes qui aident les hommes à être des meilleurs entrepreneurs aussi. OK. Donc, c'est un travail d'équipe et c'est un environnement qui est propice présentement pour l'entrepreneuriat au féminin. OK, d'accord. Et une personne en particulier qui fait beaucoup de promotions, qui fait beaucoup de choses au niveau d'aider les femmes à bien se développer, c'est Caroline Codzi. OK. CODSI. C'est une personne de référence dans le gouvernement ou dans une institution académique? C'est au niveau du gouvernement. Non, elle est. C'est une personne qui fait la promotion et c'est une personne qui vient des ressources humaines. Okay. Coach, entrepreneur qui aide, qui a décidé de faire la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, les femmes, etc. Donc, elle a des bonnes présentations, elle crée des événements, beaucoup de choses intéressantes. Donc, à aller voir sur LinkedIn. Et si vous faites un suivi de ce qu'elle fait, c'est à tous les jours qu'il sort quelque chose.
D'accord. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a une dernière question avant de clôturer cette activité? Et moi, une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est oser explorer, oser regarder. Il se peut que l'entrepreneuriat ne soit pas pour vous, mais ce que vous allez apprendre, ce que vous allez développer à l'intérieur de votre exploration va vous être utile à un moment donné dans votre carrière, quelle que soit scientifique ou autre. Parfait. Merci pour le conseil. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir et puis je souhaite bonne continuation à tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat scientifique et merci Ibtissem et bravo au groupement Appelé pour avoir des initiatives de ce type. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir. Alors, moi, j'ai arrêté le partage de mon écran. Oui, c'est beau. OK, donc... Ça va, ça s'est bien passé. Tout est enregistré.